Cela fait maintenant un peu moins d'un an que nous avons acheté notre catamaran Léopard 46 en Nouvelle-Zélande. Et dans quelques mois, nous allons le rejoindre et commencer notre navigation. Mais avant cela, je voudrais revenir sur toutes les étapes qui nous ont amenés à sélectionner ce catamaran et à devenir propriétaire. Alors notre sélection à nous, elle a commencé par une question. Qu'est-ce que nous voulions faire avec le bateau? Est-ce que c'était des sorties à la journée, le tour du monde? Est-ce que nous voulions un bateau à moteur, un bateau à voile? Est-ce qu'il devait être rapide? Ou au contraire, la priorité c'était le confort? En ce qui nous concerne, le projet c'est de faire le tour du monde en 3-5 ans, à partir de mi-2024, à deux, sans se presser et en privilégiant la sécurité et le confort, plutôt que la performance. Et le tout pour un budget évidemment donné, qui bien sûr nous interdit l'achat d'un bateau neuf. Et après discussion avec Serge, nous avons opté pour un catamaran à voile, adapté à la grande croisière, avec une grande sécurité pour traverser des océans et une vie à bord de plusieurs mois par an. Cela reste vague à ce stade. Par exemple, quelle taille de bateau? Quels équipements, quels systèmes veut-on voir à bord? Et ceux qu'on pourra ajouter par la suite? Nous avons dans un premier temps parcouru les marinas pour observer les catamarans et nous avons évalué chaque modèle selon notre propre grille de critères, en identifiant les points forts, les points faibles de chacun à nos yeux. Par exemple, peut-être que pour vous un flybridge constitue un point hyper positif. Pour nous, c'est au contraire un design à éviter, car en équipage réduit, je vous rappelle que nous sommes deux, le flybridge isole le barreur, offre une plus grande prise au vent et rend in fine les manœuvres beaucoup plus délicates. Nous avons pris en considération des éléments qu'il est difficile de modifier par la suite, comme par exemple la capacité en diesel, en eau douce ou encore la puissance des moteurs. C'est également là que nous avons définitivement opté pour l'achat d'un bateau d'occasion et donc écarté tous les scénarios d'achat neuf car hors budget. Concernant la location longue durée, nous avons également écarté parce que pas réellement d'offres pour un tour du monde est vraiment très très cher sur la durée. Donc une fois décidé l'achat d'un bateau d'occasion, ce que nous avons fait, nous avons consulté les offres. Alors nous avons utilisé en fait le moteur de recherche du site yachtworld.com et nous y avons créé une recherche avancée avec nos critères. Donc ça nous a permis d'obtenir un rapport une fois par semaine de l'ensemble des catamarans sur le marché qui répondaient à nos critères. Sur ce rapport, on y voyait donc le prix, l'âge, la localisation géographique et la description du bateau. Comme nous résidons respectivement en Asie et en Europe, nous nous sommes d'emblée focalisés sur ces deux marchés car il nous semblait plus simple pour visiter les occasions qui se présenteraient. En Asie, Marc s'est très vite rendu compte de deux choses. La première, c'est que pour un même modèle, même âge, équipement semblable, les prix des bateaux y apparaissaient beaucoup plus chers qu'aux États-Unis par exemple. La seconde chose, c'est qu'il y avait relativement peu de bateaux à vendre, ce qui expliquait peut-être ce prix plus élevé. Nous avons donc réalisé que le marché du voilier de grande croisière était global, mondial, et que les bateaux qui répondaient à nos critères et qui étaient en vente en Asie ne représentaient en réalité que 5% de l'offre mondiale. Pendant toute cette période de recherche, nous recevions un email par semaine de la part du site Yacht World avec les bateaux répondant à nos critères. Il nous est apparu rapidement 3 faits. D'abord, certains bateaux restaient indéfiniment à la vente, y compris avec un prix très attractif, tel ce catamaran en Floride dont personne ne semblait vouloir. Ou bien au contraire, 2, certains bateaux apparaissaient puis devenaient réservés avant même que l'on puisse établir le contact avec le vendeur. Et 3, certaines zones géographiques sont tout de même nettement moins chères que d'autres.
l'analyse des offres répondant à nos critères est essentielle. Le bateau dont personne ne voulait, par exemple, avait été en fait endommagé dans un cyclone. Ce que ne précisait ni le détail de l'offre, ni les premiers échanges que nous avons eus avec le broker. Soi-disant, les travaux avaient été faits en suivant le cahier des charges du fabricant du bateau, mais bon, il n'avait certainement pas participé à ces travaux et peut-être même pas validé la qualité des travaux effectués. Nous ne voulions ni prendre le risque d'acquérir un bateau rafistolé, ni ne pas disposer d'un historique clair, transparent et honnête à présenter à un futur acquéreur lors de notre revente. Donc l'âge du bateau, évidemment, c'est important. Non seulement il détermine le prix, mais il reflète aussi les caractéristiques, les matériaux de construction et la modernité de ce bateau. Les catamarans ont beaucoup évolué entre les années 1990 et les années 2020. Certains modèles disposent désormais d'un cockpit à l'avant, ce qui pour nous est un critère positif. Ça permet une plus grande sécurité lors des déplacements à l'avant et puis une meilleure ventilation du bateau. Ensuite, il faut aussi savoir que l'âge du bateau va déterminer sa difficulté à être assuré. Un assureur exige souvent un changement du gréement fixe tous les 10 ans. Donc en fonction de l'âge du bateau, vous aurez plus ou moins de travaux coûteux qu'il faut intégrer dans votre budget d'achat. Dans notre cas, nous avons opté pour un bateau dont l'âge est compris entre moins de 15 ans et plus de 5 ans, de manière à profiter d'un design récent sans subir la forte décote des premières années. Le prix d'achat du bateau dépend également de son équipement. Si par exemple il dispose de panneaux solaires et de batteries au lithium récentes, il aura davantage de valeur qu'un même bateau dont il faut faire tourner le générateur 4 voire 6 heures par jour pour recharger les anciennes batteries au plomb. Donc quand vous comparez les bateaux de votre sélection, comparez également les équipements dont ils disposent et estimez le coût des upgrades qu'il vous faudra financer. Donc une fois ces critères identifiés, nous les avons mis dans un tableau Excel et nous avons donné une note à chacun de ces critères, ce qui nous a rapidement permis de donner une note globale à n'importe quelle offre de catamaran que nous trouvions sur le site. Il n'y a probablement aucune chance de trouver un bateau qui remplisse 100% de vos critères. 80% semble bien plus raisonnable, d'où l'importance de la grille Excel de vos critères. C'est elle qui va vous dire que la note globale vient d'atteindre et dépasser 80% et donc que votre cible est atteinte. C'est là qu'il vous faut faire votre offre sans attendre. D'autres que vous, dans le monde, l'ont sans doute déjà repéré ce bateau. Le prix du bateau, par ailleurs, ne doit pas représenter l'intégralité de votre budget, mais il doit tenir compte des frais annexes qu'il vous restera à financer, les expertises, les équipements à réparer ou à changer, les améliorations, l'enregistrement du bateau, l'assurance, la marina, etc., etc. La liste va être longue. Nous concernant, notre grille Excel a fait bip au bout de plusieurs mois de recherche pour un bateau qui bouclait sa traversée du Pacifique et qui se trouvait en Nouvelle-Zélande. Nous avons donc décidé sans délai de faire notre offre au broker au prix demandé, sachant que le bateau avait fait l'objet d'une expertise technique sérieuse de la part du broker, qu'au passage nous recommandons chaudement à tous les acquéreurs de bateaux en Nouvelle-Zélande. Je mettrai ces détails dans la description ci-dessous. Et 2, que le prix venait d'être réduit par le vendeur de manière très conséquente 3 jours plus tôt. Et dès le lendemain, nous avons reçu une réponse du broker nous signifiant que le vendeur acceptait notre offre. Et nous avons donc travaillé avec le broker sur l'établissement d'un calendrier pour les différentes phases de cet achat. Tout d'abord, nous avons demandé un délai de 10 jours pour transférer les 10% d'acompte qui bloqueraient le bateau et qui obligerait le vendeur à ne plus présenter ce bateau à d'autres acheteurs potentiels. Puis nous avons également demandé 5 semaines environ pour nous rendre en Nouvelle-Zélande, inspecter le bateau sur place et soit accepter et continuer le processus, soit refuser et à ce moment-là, notre acompte nous serait remboursé. Donc pour respecter ce calendrier, nous avons rapidement transféré les 10% d'acompte et puis j'ai commencé à organiser mon voyage en Nouvelle-Zélande pour environ 3 semaines sur place afin de visiter le bateau et d'évaluer son état.
Donc un peu moins de 3 semaines après notre offre, je me suis rendu en Nouvelle-Zélande. Le bateau se trouvait à Whangarei, une petite ville de l'île du Nord de la Nouvelle-Zélande, à environ 3 heures d'Auckland. Et avec le propriétaire, nous avons, dans les jours qui ont suivi, procédé à une visite très détaillée et complète du bateau et de ses systèmes. J'ai ouvert toutes les trappes de visite, j'ai fait des photos, des vidéos, j'ai posé beaucoup de questions. J'ai demandé à faire fonctionner la plupart des systèmes, mais comme nous n'avons rien trouvé de rédhibitoire, nous avons décidé de faire une sortie en mer et d'évaluer l'état du bateau sous voile. Là encore, j'ai noté tout ce qui me semblait poser problème, ou en tout cas qu'il fallait éclaircir. Après cette sortie en mer, et comme il n'y avait pas de problème majeur, nous avons enchaîné sur la sortie du bateau de l'eau. Évidemment, ce coût de sortie dans une marina était à la charge de l'acheteur, à notre charge. Une fois le bateau hors de l'eau, il faut rapidement inspecter 1000 détails. Faire par exemple une analyse de l'huile des moteurs pour évaluer l'état réel des moteurs, le bon fonctionnement des pompes, de la climatisation, le gréement, l'état des voiles, les coques, etc. Heureusement, avant de partir pour la Nouvelle-Zélande, nous avions identifié des sociétés susceptibles de procéder à ces évaluations et de nous aider dans l'évaluation du bateau. Lors de l'inspection de ces systèmes du bateau, nous avons par exemple constaté que la baume présentait un jeu au niveau du vide-mulet, que 2 unités sur 3 en air conditionné ne fonctionnaient pas. Donc en accord avec le vendeur et sur la base de ces constatations, nous avons établi avec lui une décote du prix du bateau. Après nous être mis d'accord sur le prix définitif, et n'ayant rien trouvé de réellement problématique lors de nos diverses inspections, nous avons donc confirmé notre offre d'achat, déduction faite des coûts de remise à niveau de ce qui était supposé fonctionner. Nous étions dans les temps. D'après le calendrier détaillé dans le contrat de vente, il nous restait 12 jours pour transférer le solde et signer le contrat de vente. En fonction de votre pays de résidence, transférer une importante somme d'argent va prendre plus ou moins de temps. Il est donc important que le planning initial établi avec le broker soit à la fois réaliste et équilibré, de façon à ne pénaliser ni le vendeur, avec des délais exagérément longs, ni l'acheteur, avec des délais intenables générant une inutile pression à conclure. Une fois que le broker a reçu l'intégralité du prix convenu, il a organisé la signature du contrat de vente, et dans notre cas, en Nouvelle-Zélande, avec une personne assermentée ayant autorité pour signer et valider un tel acte, auprès des autorités locales. Et environ un mois après notre offre, nous devenions propriétaires d'un catamaran de 14 ans et de 46 pieds. Donc le processus d'achat, il ne s'arrête pas là, il ne s'arrête pas à la signature du contrat de vente. Dans notre cas, l'ancien propriétaire est américain et le bateau est enregistré aux États-Unis. Nous souhaitons, nous, enregistrer le bateau en Malaisie, dans le port franc de Langkawi. Pour ce faire, le vendeur doit d'abord contacter les autorités américaines et résilier l'enregistrement du bateau dans son pays. Avec ces papiers que nous avons obtenus en 10-15 jours, nous avons pu contacter les autorités malaisiennes et enregistrer le bateau auprès de ces autorités sous son nouveau nom, Akasa. Cela a encore pris une dizaine de jours avec un agent qui nous a aidés dans ces démarches. Nous avons pu enregistrer le bateau à nos 2 noms. Donc nous avons un papier qui établit que nous sommes propriétaires conjoints du bateau, sans avoir eu besoin d'établir une quelconque société. Donc avec les nouveaux papiers malaisiens du bateau à nos noms, nous avons pu faire également assurer le bateau auprès d'un courtier spécialisé en assurance maritime ici à Phuket en Thaïlande. Nous avons également fait parvenir le contrat de vente et le nouvel enregistrement aux autorités néo-zélandaises avec nos passeports pour qu'elles prennent acte du transfert de propriété et nous autorisent à rester en Nouvelle-Zélande quelques mois supplémentaires jusqu'en septembre 2024, sans avoir à payer une quelconque taxe d'importation du bateau. Pour revenir rapidement sur l'assurance, celle-ci a été obtenue sur la base d'une navigation dans les eaux territoriales néo-zélandaises pendant la première année, ce qui nous convenait totalement, puisque nous avions décidé de toute façon de laisser le bateau en marina hors de l'eau entre mai 2023 et avril 2024,
donc ce qui nous a permis d'obtenir également une assurance un petit peu réduite. Il est clair que l'assurance du bateau sera désormais une préoccupation annuelle. Nous sommes en plein renouvellement de cette assurance et nous avons dû fournir un plan de navigation détaillé pour l'année 2024-2025. Comme vous pouvez le voir, acheter un bateau part d'un rêve, mais ne devient réalité qu'avec une sacrée dose de pragmatisme, de patience, d'opiniâtreté. J'ajouterai également une bonne louche de prise de risque. C'est un parcours du combattant, un marathon administratif, logistique. Aller au bout de son rêve, pour nous faire le tour du monde, nécessite de bien s'organiser. C'est un processus complexe et il faut être prêt à y passer du temps, de l'énergie et bien sûr un peu d'argent. Le budget d'acquisition, les billets d'avion pour se rendre en Nouvelle-Zélande, payer les inspections, sortir le bateau de l'eau, etc., n'est rien en comparaison des factures à venir. Mais nous détaillerons ça dans un prochain épisode. En tout cas, si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de nous donner un petit coup de pouce et de vous abonner à notre chaîne YouTube pour suivre nos prochaines aventures. Merci et à bientôt.